tout le monde. Ah, Jean-Charles en liberté, semaine 2, saison 1, épisode 7, 25 février, date de l'anniversaire de Feu, mon père adoptif, bien en haut depuis bien trop longtemps. D'ailleurs, un quart de siècle, parti beaucoup trop jeune. J'espère que ça va bien, content de vous retrouver. Jambalaya! Jambalaya! Jambalaya aujourd'hui. Ou si vous préférez, le Touski. Un nom beaucoup moins sexy, mais qui dit ce qu'il y a à dire. Tu ouvres le frigidaire, pogne tout ce qui traîne, mets ça dans le poêle, un filet d'huile d'olive, brasse ça, sel, poivre, on mange. C'est bon. Ça, c'est bon. Après, on part la journée. Kirby Dach. Kirby Dach n'affrontera pas les Hurricanes de la Caroline ce soir. Kirby Dach est encore blessé. Je suis vraiment curieux de voir comment va se terminer le dossier Kirby Dach. Il y a un raccourci qui est facile à faire. Il y a quelque chose qui est très, très simple à faire, c'est de dire, au repêchage de 2022, le Canadien, devant l'offre sur la table, a favorisé l'ailier grand format, ailier de puissance, Juraj Slafkovský, à notamment un centre ailier comme Shane Wright, qui était la saveur de l'année, du moins au Canada ici, ou encore le centre américain, plus petit format, mais très grand talent, un centre naturel, Logan Cooley. Ou encore le centre / ailier Cutter Gauthier, mais Cutter Gauthier au numéro 1, peut-être qu'on aurait charrié. Et là, on disait, le Canadien a favorisé Slafkovský, qui était le choix le moins sexy, il faut le dire, rappelez-vous. L'Encan est au Centre Bell à Montréal. C'est le premier repêchage du tandem Gorton Hughes and Associates. Donc, leur toute première sélection, leur tout premier choix devient Juraj Slafkovský. Puis là, il y a comme des « ouh ». Il y a beaucoup de murmures dans la salle. Il y a des murmures dans la salle parce que la salle est remplie ou à peu près. Puis sur quoi? 10 000 chandails du Canadien? Je pense qu'il y en avait 1000 de Shane Wright. C'était fou raide. C'était fou raide. Alors, bien des déçus qu'on ne prenne pas Shane Wright. Je pense qu'ils se sont rapidement calmés là-dessus. Moi, je n'étais pas déçu pantoute. Ça n'aurait pas été mon choix. J'ai toujours dit que mon choix était Logan Cooley. J'étais renversé du choix de Juraj Slafkovský, mais en même temps, on avait appris que Gorton et Hughes avaient passé un mois en Europe à l'épier. Pendant un mois, ils l'ont épié, ils lui ont parlé, ils l'ont rencontré. Ils l'aimaient. Ils l'aimaient. Ils l'aimaient tellement qu'ils ont pris Philippe Méchard. Ils ont comme gaspillé leur deuxième choix de première ronde qu'ils avaient avec le gars qui était son joueur de centre. Philippe Méchard, dont on attend encore l'éclosion. Et c'est ce même soir-là que Gary Bettman a décrié son célèbre « We had a trade to announce », qu'on apprenait que le Canadien faisait l'acquisition de Kirby Dach en retour d'Alexander Romanov, puis bon, transaction tripartite, mais Romanov s'en va chez les Islanders, Kirby Dach arrive en provenance de Chicago. Et là, le monde s'excite. Nouvelle acquisition, là, c'est tout nouveau, tout beau, on est excité. Centre naturel, grand format, 6 pieds 3,5, 6 pieds 4. On est énervé, puis on dit, ou on conclut, qu'avec Nick Suzuki au centre du premier trio, on a maintenant un centre très fiable pour le seconder, voire le supporter. Sur le deuxième trio, le bien nommé Kirby Dach. Ceci explique cela. Cette transaction-là a eu l'effet d'un baume sur la sélection de Juraj Slafkovský. Parce que là, on se disait Suzuki-Caulfield, Dach, Slaf. On a deux très bons duos. On veut des duos maintenant. Puis on complétera le trio avec les Touski.
ce qu'on est en train de faire là. En théorie, c'était extraordinaire. En pratique, ça s'articule moins bien. Pourquoi? Parce que Doc est d'abord trop souvent blessé ou sinon trop souvent inoffensif. Il connaissait une très mauvaise saison. Connaissait avant cette blessure, il faudra voir pour la suite. Connaissait une mauvaise saison. Quelques flashs plus récemment, mais aucune autorité, aucune constance, pas beaucoup de règles d'engagement. Petit gars a l'air démotivé. Mais là, après ça, tu te dis, c'est quoi le modèle d'affaires de Gorton Hughes? Slav, on y croit, c'est notre première sélection. On va construire autour de ce gars-là, on mise sur lui, contrat de longue durée. Cole Caulfield, on y croit, c'est pas notre pick, mais on y croit, on l'aime beaucoup. On veut construire autour de lui, contrat longue durée. Caden Goulet, contrat longue durée. Avenir Lane Hudson, contrat longue durée. Kirby Dach, à l'instar d'Alex Newhook, alors qu'on a tous conclu, je me rends coupable de ça, qu'on venait de régler le trouble au centre du deuxième trio, Gorton Hughes n'était pas si convaincu que ça, parce que la négociation a traîné, on achète d'une entente pont, un bridge, un contrat pont. Pas payer trop cher, puis on va, autrement dit, on va le laisser courir, entendre ici, on va le laisser patiner, puis après, on verra. Puis si vraiment il se développe comme on pense qu'il peut se développer, là, on ouvrira le chéquier pour vrai, puis on pèsera bien fort, puis on lui donnera une entente structurante. À midi, là, 25 février 2025, il est quoi, midi et 5, midi et 10, êtes-vous convaincu que Kirby Dach va être au centre du deuxième trio du Canadien et qu'il mérite une entente structurante à longue durée? Dans les deux cas, la réponse, c'est cavalièrement non. Il n'y a même pas de réflexion à avoir, là. C'est non, il n'est pas le centre du deuxième trio du Canadien. Et moi, j'ai acquis la conviction qu'il ne le sera jamais. Au mieux, un centre de troisième trio, mais encore, quand tu descends dans le bottom, quand tu vas dans la profondeur de ton échiquier offensif, c'est sûr que ton joueur de centre, tu veux qu'il soit une terreur au cercle des mises en jeu. Là, il est terrifiant au lieu d'être une terreur, mais il est terrifiant pour nous autres. Il n'y a aucune autorité dans le cercle des mises en jeu. Alors, où est l'utilité de ce gars-là? Je me le demande. Pas assez constant, pas assez productif pour être un centre régulier top 6 au cœur du deuxième trio d'un club qui veut avoir de l'ambition avant longtemps. À la question, comment va se terminer le dossier Kirby Dach? J'ai envie de vous dire qu'une transaction est franchement pas impossible. Pas là, pas en marge de la date limite des transactions, mais au prochain encan, une transaction structurante est possible. Les Blackhawks de Chicago amorçaient une grande reconstruction et le plan Connor Bedard qu'ils avaient ciblé comme le choix qu'ils voulaient acquérir à l'encan suivant, c'est-à-dire en 2023. Il y a certains curieux qui ont laissé pisser que les Blackhawks avaient échangé Kirby Dach parce que s'ils l'avaient gardé, ça aurait diminué leur chance de terminer bon dernier grâce à ses performances et donc leur chance dans le boulier de gagner la loterie et ultimement de réclamer Connor Bedard. Autrement dit, il y en a qui ont essayé de nous faire croire que Chicago a tradé Kirby Dach parce que s'il l'avait gardé, au lieu de finir 31e, il aurait fini 25e. Puis il n'aurait pas gagné la loterie, puis il n'aurait pas repêché Connor Bedard. Allô? Qu'est-ce qui aurait pu convaincre les Blackhawks que Kirby Dach, subitement à 20 ans, quelques pouces, aurait explosé avec une saison de 60 points? À rien. Morale de l'histoire. C'est un enfant de l'organisation, c'est un choix des Hawks. Quand tu démissionnes aussi de bonheur sur un kid, faut qu'il y ait une raison quelque part. Ça se peut-tu que la raison, c'est on a vu ce qu'on avait à voir. Tu sais quoi? On s'est trompé. Ça arrive. Avec toi, on s'est trompé.
Fait qu'on va te magasiner, on va te monnayer parce qu'on va trouver quelqu'un quelque part qui va penser qu'un droitier naturel de 6 pieds 4, de 20 ans, mérite une deuxième chance. Un aussi haut choix de repêchage dans un encamp de la Ligue nationale mérite une deuxième chance. Le client s'est avéré être Kent Hughes et son partenaire d'affaires, Jeff Gorton. Finalement, le Canadien aussi s'est trompé, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Qui s'ennuie d'Alexander Romanov? Il n'y avait plus de place à court terme à l'époque pour Romanov à Montréal. Il y a un afflux important de bons jeunes défenseurs dans l'organisation. Moi, je ne l'haïssais pas, Romanov. Mais j'ai pas pleuré son départ. Tu comprends? Quand il sortait de mise en échec, l'équivalent de sortir une balle du stade pour Maguire ou Sosa dans le temps, OK. Mais c'était pas assez. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de hockey dans le nez. Il serait déjà à l'étroit, là, voire plus ici. Il serait parti de toute façon. Puis tu rentres un projet, puis tu t'attaches pas après la patte du poil. Tu le traînes un peu dans l'ego parce que tu veux un bridge, tu veux un contrepont. Le Canadien a bien agi là-dedans, là. Kirby Dach ne s'est pas avéré être le coup de circuit attendu. Pas grave. Pas grave. On ne s'est pas planté non plus avec cette transaction-là. Est-ce qu'on peut le réimpliquer dans une transaction? Probablement. Parce qu'il y a peu de chances qu'on lui donne une entente à long terme à l'issue de cette entente-là. Je démissionne pas encore une fois, mais j'ai pas mal vu ce que j'avais à voir. L'attitude générale, le profil général, comment ça va se métamorphoser, comment ça va se transformer, comment ça va changer en or. Je le vois pas à date, là. Je le vois pas. Maintenant, l'analyse de la situation de Kirby Dach peut-elle influer le traitement et la suite du dossier Jake Evans? Peut-être. Si on comprend qu'on veut absolument monnayer Kirby Dach, on sait que Christian Dvorak ne sera pas de retour. On sait que Michael Age n'est pas prêt pour la Ligue nationale, ne va pas accéder à la Ligue nationale l'an prochain. On veut quoi l'année prochaine? On veut caler encore? Ou on arrive avec une réelle intention, plus que d'être dans le mix, d'atteindre les séries éliminatoires au printemps de 2026. Si c'est ça, puis qu'on pense peut-être faire un move sur Dach, je pense qu'on a tout intérêt à trouver un moyen de s'entendre avec Jake Evans. Évidemment, tout est une affaire de prix. Puis je dis pas qu'Evans peut être au centre du deuxième trio du Canadien, ce n'est pas ce que je dis. Puis je vais être bien compris là-dessus. Moi, j'ai toujours vu et je vois encore Jake Evans comme le centre idéal pour un quatrième trio d'un club du hockey canadien qui a des ambitions, qui souhaite entrer en série et y faire du dommage. Une équipe qui part pas sa saison en disant on veut être dans le mix. Une équipe qui part sa saison en disant notre objectif est la Coupe Stanley puis on va tout faire pour s'en approcher le plus possible. Dans cette équipe-là, là, j'aimerais que Jake Evans soit le centre du quatrième trio. J'aimerais que Nick Suzuki soit secondé de deux excellents centres. Pas de joueurs générationnels. Il n'y a pas de place à terre pour les joueurs générationnels du monde entier à Montréal. J'ai paraphrasé Ovid Plouffe, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire avec ça ou pas, c'est pas grave. J'étais dans ma tête. Mais tu sais, Michael Age peut être un centre extraordinaire sur un deuxième trio éventuellement. Je le crois de plus en plus. Je le pense de plus en plus. Quand je le regarde aller là, avec mes Wolverines du Michigan, il est mal entouré cette année. Tu sais, c'est pas la saison, collectivement, c'est pas la saison de tous les diables pour les Wolves, mais il fait le travail. Puis je vois une courbe de progression. Tu sais, du petit gars qu'on voyait dans les highlights parce qu'il faisait le but de la veillée ou le but de la semaine ou le but du mois ou peut-être candidat au but de l'année. Là, je vois un gars qui travaille de mieux en mieux. J'aimerais le voir retourner à Michigan l'an prochain, mieux entouré dans une meilleure sélection des Wolverines,
pour voir comment il va blender, comment il va mixer, puis comment il va être capable de s'élever au-dessus de la mêlée, puis d'être le leader de cette équipe-là. Peut-être finaliste, peut-être même gagnant du trophée O.B. Baker. C'est ce que j'aimerais voir pour Michael Age pour la saison 25-26. 26-27, j'aimerais ça qu'il fasse le saut. Est-ce qu'il va faire le saut directement à la Ligue nationale? Il a les aptitudes et le talent pour faire ça. Peut-être que le Canadien va préférer qu'il commence la saison 26-27 à Laval et qu'il rejoigne le contingent ensuite. La morale de l'histoire, si tu n'acquiers pas un vrai centre naturel, ne serait-ce qu'un vétéran, je reviens tout le temps avec Ryan O'Reilly, puis j'ai une marotte qui s'appelle Sidney Crosby aussi. Mais un centre qui en reste beaucoup moins en avant, qui en a de passer en arrière, mais qui va être la transition parfaite pour réaliser ton objectif d'être vraiment en série éliminatoire au printemps 2026 sans altérer l'avenir de l'organisation et d'avoir le luxe de bien développer les jeunes. Un gars pour pivoter le centre du troisième trio, ça se trouve. À la limite, ça pourrait être Kirby Dach en alternance avec Alex Newhook. Parce que Newhook, on n'en parle pas, mais Dach et Newhook, pour moi, c'est du troisième trio dans le meilleur des cas. Puis dans une équipe vraiment ambitieuse, je suis même pas sûr qu'ils sont là avec le Canadien. Je suis pas sûr, mais pas pantoute. Mais c'est Dach ou un autre que t'acquiers ou un vétéran va chez des centres le temps de construire les tiens. Le temps que ça émerge et que ça se précise. Owen Beck pourrait être au centre du troisième trio du Canadien, à la place de Kirby Dach. Et ça, je pourrais voir ça l'an prochain si tu retiens Jake Evans. Si tu retiens Jake Evans puis que ta ligne de centre commence avec Suzuki, là, tu jumpes la 2, tu arrives à Beck puis Evans sur la 3 et la 4, c'est jouable, mais tu as encore un trou au centre de la 2. Ça te prend quelqu'un là. Ça te prend quelqu'un pour pivoter agréablement, honorablement, liner qui a besoin de beaucoup d'entretien, qui est une précieuse, qui est une majesté que tu te dois de servir, devant laquelle tu dois faire des révérences, et pour cause. Il a une qualité indéniable et essentielle. Je ne suis pas en train de me moquer de Laine, je l'adore. Il y a à mettre dedans. Ça te prend quelqu'un pour le servir. Et Demidov. Le bien prénommé Yvan. Il vend quoi? Il vend du rêve, il vend de l'espoir, il vend des tickets, il vend des bâtonnets pepperoni que ça fasse dessus dans les dépenses escomptes Couche-Tard. Il vend tout parce qu'il est bon, il est électrisant, il va être sensationnel. Qui c'est qui va pivoter ça? Éventuellement Michael Age, mais quand on va être rendu là, Laine va être parti. Il va en avoir un autre à la place. À suivre. Fait que la réflexion de Dach amène la réflexion Evans aussi. Mais si Jake Evans pense qu'il peut avoir 5, 6, 7 ans de contrat dans une autre organisation, à un traitement salarial de 4, 4,5, 5 millions par année, bye! Bye! Moi, le nombre d'années ne me dérange pas. Je suis prêt à aller à 5 ans avec Jake Evans. J'ai aucun problème. Je sais ce qu'il me donne. Je sais qu'il y a l'organisation dans le cœur. Je sais qu'il serait content ultimement de rester ici. L'affaire, c'est qui c'est qui est en train d'y faire à croire qu'il peut pogner 4 millions, 4 millions et demi, 5 millions par année pendant 5, 6 ou 7 ans ailleurs. Il y a quelqu'un qui est en train d'y faire à croire ça. Là. C'est pour ça que le deal est un peu contaminé. C'est pour ça qu'on n'apprend pas qu'il y a un nouveau contrat pour le moment. C'est pour ça que le clan Evans dit à qui veut bien l'entendre qu'il s'attendent d'être impliqué dans une transaction. Moi, honnêtement, si Jake Evans me demande mon avis, je vais dire, Jacques, 3,5 millions par année pendant 5 ans, 17,5 millions, si tu ne signes pas ça, tu me déçois bien gros. T'sais, c'est très honnête pour le profil que tu as, le type de joueur que tu as. Ça va être ta première saison de 30 points en carrière. Tu es rendu à 29 ans. Come on, là. 3,5 millions par année pendant 5 ans. Tu fais ton nid ici. Tu es au centre du 4e trio. Tu es de la première vague de désavantages numériques. Quand le petit bec n'arrache, tu t'en vas au centre du 3e trio pour une période. Il y a une blessure au centre du 1er trio, du 2e trio.
Tu as une graduation temporaire, tu es le Plaster Drive, tu es un joueur utilitaire, tu es un Canadien de Montréal, puis je veux que tu le restes. Mais sans un prix, Jacques. Donne-moi 1 250 000 de plus. Tu veux dire 3 750 000 par année pendant 5 ans? T'es dur avec moi. Prépare-moi un expresso. Moi, je prépare le contrat. On signe ça, c'est réglé. 4 millions, Jacques. Bye. Bye. Puis dépendant comment ça va aller contre Caroline ce soir, contre San Jose jeudi, puis contre Buffalo samedi et lundi, pas sûr, moi, que je garde pas Jacques ici pour finir l'année. Quitte à échanger ses droits de négociation exclusifs à la fin de la saison dans la fameuse fenêtre avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On peut faire ça parce que si on fait ça, on oriente la conversation puis le débat. Puis on peut obtenir de quoi qu'il y a de l'allure. Pas comme si on l'échangeait là. Mais ce qu'on va obtenir là, c'est pas un centre de deuxième trio, vous comprenez? À la limite, c'est un vétéran, un autre profil, un gars qui va remplacer Dvorak, mais probablement plus raisonnable de penser à obtenir un premier choix. Puis bâtir autour de lui ou s'en servir dans une transaction structurante pour faire une acquisition de premier ordre. Mais pour moi, le plan A devrait être de garder Jake Evans à Montréal. Dans les nouvelles, on apprenait que le Colisée de Québec va finalement être démoli. On en a mis du temps. C'est effrayant. On a mis beaucoup de temps, puis on l'a à la fois complètement délaissé. On n'a pas mis d'amour pantoute. C'est pas de gaieté de cœur que je vois le Colisée être démoli éventuellement. S'en aller, disparaître de la photo, disparaître de l'environnement. Quand on a arraché les lettres, c'est comme si on m'arrachait des petits bouts de cœur à chaque fois. J'aimais ça, mon Colisée devant cet édifice, qui a été un édifice mythique, qui a ses propres fantômes, qui a ses propres souvenirs. Ne serait-ce qu'avec tous les Pee-Wee devenus grands et dominants qui sont passés par là. Les Nordiques de l'AMH, les As de Québec, les Remparts de Québec, les Nordiques de la Ligue nationale. D'innombrables souvenirs. En même temps, tu as le centre Vidéotron qui est feutré, qui est tout neuf, qui est tout beau, qui n'a pas de rides, qui est encore aux normes de la Ligue nationale. C'est un édifice fantastique que j'adore fréquenter. Je m'y sens tellement bien. Y aurait-tu moyen de garder le Colisée? Coûte trop cher à entretenir. OK, correct. Est-ce qu'on aurait pu le transformer en autre chose de façon à ce qu'il continue une œuvre quelconque auprès de la jeunesse du Grand Québec métropolitain? Je ne sais pas. Il est trop tard, anyway, ils vont le démolir. Alors, je le dis à revers, ça me fait de la peine. Je suis allé souvent voir du hockey là. J'ai un fils qui a été repêché dans cet édifice-là à l'encan annuel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un moment que j'oublierai pas. Puis un autre moment que j'oublierai pas, c'est le 13 octobre 1992. Je suis à Granby, avec mon chum Ben Roger. Le soir venu, les Nordiques accueillent les Flyers de Philadelphie et pour la première fois à Québec, un certain Éric Lindros. Le choix de la discorde. Échangé contre la moitié d'un club dominant au complet. Une transaction extraordinaire perpétrée par les Bleus. Je regarde Ben. Hey, me semble qu'on n'a rien à faire aujourd'hui. Il dit, ouais, mais il me semble qu'on n'a rien à faire. Il me semble qu'on devrait mettre du gaz, descendre à Québec, s'acheter des tickets, puis être là dans le building ce soir pour voir cette énergie-là, sentir cette énergie-là. Il y avait énormément d'agressivité. Il y avait une électricité qui était vive, qui était vindicative. C'était hallucinant. On a mis du gaz, on a fendu à 20, on est arrivé à Québec, on s'est promené, on est allé manger, on s'est rendu de bonne heure au Colisée, on était dans place. Le monde déguisé, maquillé. Il y avait une réplique des Demolition, Axe and Smash.
ou Legion of Doom, les lutteurs. Il y a du monde partout. Ça pitchait des œufs. Quelqu'un qui a swingé une balle de golf, est arrivé sur la tête d'une madame, 2 rangées en bas de nous autres. On est dans la 20e rangée, nous autres, en territoire neutre. Des très bons billets. Elle reçoit la balle sur la tête, elle fend ça de long, ça pisse le sang. Les gars de la jungle à Québec, Gilles Parent, Alain Dumas, puis Michel Morin, rentrent avec un espèce de trophée bébé Lindros, une entrée triomphale. Tout le monde écoutait la jungle à Québec à cette époque-là. Une entrée triomphale, du délire. Moi, le petit prince des communications en devenir qui rêve de faire ce métier-là, j'y connais, j'y regarde. Wow! Des belles bébites. Aïe aïe. C'est le fun, ça. J'aime ça. Lindros qui score en avantage numérique. Lindros qui score en désavantage numérique pour créer l'égalité 3-3 avant que les Bleus en mettent 3 dedans, back to back to back, et gagnent le match 6-3. L'affaire était lancée. Tout le monde était content. Pas de caillot. Ce soir-là, j'ai dit Lindros a de quoi d'un short, pas à peu près, pour sortir de là avec un but, une passe. J'ai rarement vu une foule aussi hostile dans un building. Pour vrai, là. Puis tout ça pour un seul gars, Eric Lindros, là. Avec raison. C'est pas à tort ou à raison, c'est à raison. Le gars a boudé, puis il a refusé de s'entendre avec les Nordiques. La vraie histoire qui fait qu'à un moment donné, maman Bonnie a dit à Papa Carl, parce qu'eux autres, c'était Bonnie and Carl, et non pas Bonnie and Clyde, mais c'est à peu près pareil. Bonnie a dit à Carl, mon fils ne jouera jamais ici. Peut-être que la personne avec qui elle conversait à ce moment-là, si elle n'était pas en train de maculer son chemisier flambant neuf avec les plis du neuf dedans, de retaille de chocolat au lait d'une barre Mr. Big. Peut-être que si cette personne-là avait porté une paire de culottes plutôt qu'un boxer short, peut-être que Bonnie se serait laissé tenter. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Ce que je sais, c'est que Lindros est parti, puis ça a donné des coupes Stanley. Hélas, au Colorado, mais ça a donné des coupes Stanley. Parce que quand tu obtiens Peter Forsberg, Chris Simon, Steve Duchesne, Ron Extall, des choix de première ronde, il y avait un autre défenseur aussi là-dedans, puis 15 millions américains, tu peux pas te tromper, là. Tu peux pas. Hey, c'était de l'argent, je vois le vert, en 92, 15 millions. C'est fou raide. Les Nordiques sont partis, on gagne en coupe au Colorado. Mais le 13 octobre 92, j'étais là! Salut, bijou. Victoire de 6-3, malgré 1 but, 1 passe, 2 buts, 1 passe d'Eric Lindros. C'est incroyable. Incroyable. Un petit mot en finissant sur la guerre commerciale avec les États-Unis, l'espèce de guerre Trump contre le Canada et contre le Mexique. C'est assez paradoxal, c'est assez particulier. 3 pays, une guerre commerciale, pour commencer du moins. Puis espérons qu'elle ne commencera même pas pour vrai et qu'on va trouver un moyen de moyenner. 3 pays, une guerre, une Coupe du monde, 3 pays. C'est incroyable, là. Trump veut annexer le Canada et nous étouffer. Il veut étouffer le Mexique. Mais son pays, les États-Unis, font route commune, main dans la main, avec le Canada puis avec le Mexique pour la Coupe du monde de 2026. Ça nous fait une belle jambe, pareil. C'est cute. C'est cute. Une fois ce fait-là établi, il faut réfléchir aux conséquences de cette guerre commerciale-là sur le monde du sport. Comment une guerre commerciale de cette amplitude, si elle s'avère, peut maganer, voire anéantir le sport professionnel canadien. Les 7 concessions de la Ligue nationale qui logent ici au Canada, avec un dollar qui va être à un plancher de misérabilisme jamais atteint toute époque pour époque prise en compte et confondue.
Comment on va y arriver? Toi puis moi, on va y arriver comment avec le dollar loisir qui va s'abrutir, notre pièce qui ne vaudra plus 5 cents? Comment on va faire pour s'acheter des tickets? Comment on va faire pour y aller? Comment ces équipes-là vont faire pour ne pas voir leur revenu complètement dégringoler? Ils travaillent en argent canadien, ils payent en argent américain. Marche pas, là. On va être dans le trouble. Le Canadien de Montréal, les Leafs de Toronto, pourraient s'en tirer, mais risquent d'être dans le trouble pareil. Je veux même pas réfléchir aux Oilers et aux Flames en Alberta. Je veux pas réfléchir aux Sénateurs à Ottawa. Je veux certainement pas réfléchir aux Jets à Winnipeg. Je veux pas réfléchir à la victoire de Montréal puis éventuellement les Ailes bleues de Québec dans la Ligue nationale de hockey féminin. Je veux pas réfléchir au CF Montréal. On risque fort d'être dans le trouble, dans le gros trouble. Les conséquences de cette guerre mégapolique, quand j'y pense, ça me rend dingue. À demain midi.